Bonjour, bienvenue à tous dans cette quatrième vidéo de notre série consacrée au droit international. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental qui est l'interaction entre le droit international et le droit interne. Histoire parfois on va répéter un petit peu un certain nombre de notions, euh, comme ça, étant donné que la thématique elle est importante pour comprendre comment les normes internationales s'intègrent dans les systèmes juridiques nationaux et comment elles influencent un petit peu la gouvernance des États. Pour commencer, il est essentiel de bien définir ce que nous entendons par droit international et droit interne et d'examiner un petit peu l'importance de leur interaction dans le contexte actuel de mondialisation. Le droit international peut être défini comme l'ensemble de règles, principes qui régissent les relations entre les États et d'autres entités internationales. Euh, Comme on l'a vu précédemment, il comprend des traités, des conventions, des accords internationaux, des résolutions d'organisations internationales, le droit coutumier, etc. Donc, ces normes sont conçues pour maintenir principalement la paix et la sécurité internationale, promouvoir les droits de l'homme, réguler les échanges commerciaux et économiques internationaux. En revanche, le droit interne, également appelé droit national, il englobe un petit peu les lois, règlements, décisions judiciaires qui s'appliquent à l'intérieur des frontières d'un État. Ce droit est établi par les législateurs nationaux et interprété par les tribunaux nationaux. Il répond aux besoins et aux aspirations spécifiques d'une population d'un pays et reflète un petit peu ses valeurs culturelles, sociales et politiques. L'État joue un rôle central dans le maintien de l'ordre juridique à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, en tant que sujet principal du droit international. Alors, l'État est à la fois créateur et destinataire des normes internationales. Il est responsable de la mise en œuvre et du respect des obligations internationales tout en veillant à ce que ces normes soient compatibles avec ses propres lois internes. Donc, cette dualité de rôle peut parfois générer des tensions, notamment lorsque les obligations internationales sont entrées en conflit avec les législations nationales ou les intérêts souverains d'un État. Donc, dans le monde moderne, les États sont confrontés à des défis complexes qui transcendent les frontières nationales, les questions migratoires, les questions environnementales, les cybermenaces, etc., les crises économiques répétitives. Il exige un petit peu une coopération internationale et une harmonisation des normes juridiques. C'est dans ce contexte que l'interaction entre le droit international et le droit interne prend toute son importance, puisqu'elle permet aux États de travailler ensemble pour trouver des solutions efficaces et durables. Alors, mondialisation, oui, implique transformation des relations internationales et la manière avec laquelle les États exercent un petit peu leur souveraineté. Donc, avec l'intensification des échanges commerciaux, des capitaux, des flux d'informations, des migrations, les États sont de plus en plus interconnectés et interdépendants. Et cette interdépendance a des applications automatiquement des applications majeures pour la souveraineté nationale. Alors d'une part, elle favorise un petit peu, cette mondialisation favorise la diffusion des normes et des valeurs internationales, ce qui peut renforcer la coopération et le respect des droits de l'homme, par exemple. Et d'autre part, elle peut limiter la capacité des États à agir de manière autonome, surtout lorsqu'il s'agit de respecter les engagements internationaux contraignants. L'impact de la mondialisation sur la souveraineté se manifeste également à travers les juridictions internationales, les organisations supranationales. Donc, les tribunaux internationaux, comme la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale, ont un pouvoir de rendre des décisions contraignantes pour les États, ce qui influence un petit peu sur leur système juridique interne. De même, les organisations comme par exemple l'Union européenne imposent des règlements et des directives qui doivent être intégrés dans les législations nationales des pays membres. Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs thématiques essentielles pour comprendre un petit peu l'interaction entre le droit international et le droit national. Tout d'abord, les théories fondamentales qui expliquent un petit peu l'interaction entre ces deux domaines juridiques. Il est essentiel de comprendre ces théories pour saisir comment les normes internationales s'intègrent et interagissent avec les systèmes juridiques nationaux. Pour commencer, il est important de définir le concept de positivisme et de dualisme en droit international. Le positivisme est une théorie juridique
on l'a vu dans le précédente vidéo, qui affirme que le droit était constitué par des règles édictées par des autorités légitimes et reconnues telles que les États. Selon cette approche, le droit international est formé par les accords et traités entre États, ainsi que par les coutumes internationales qui résultent de la pratique uniforme et constante des États. Le dualisme, quant à lui, c'est une théorie qui soutient que le droit international et le droit interne sont deux systèmes juridiques distincts et indépendants. Selon cette perspective, les normes internationales n'ont pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne d'un État sans une procédure de transformation ou d'incorporation. En d'autres termes, pour qu'une règle de droit international soit appliquée dans un État, elle doit être transposée en droit interne par une loi ou un acte législatif. Alors, pour approfondir notre compréhension des théories dualistes, nous devons examiner les contributions de Heinrich Trippel et Karl Strupp, deux juristes influents du début du XXe siècle. Alors, Heinrich Trippel est souvent considéré comme l'un des principaux défenseurs du dualisme. Selon Trippel, le droit international et le droit interne sont deux ordres juridiques totalement distincts qui ne peuvent pas interagir directement sans médiation. Il soutenait que les États en tant qu'entité souveraine créent et appliquent le droit international, mais que ce dernier ne peut s'imposer dans l'ordre juridique interne qu'à travers un acte de réception spécifique par l'État concerné. Alors, Karl Strupp, quant à lui, a également contribué à la théorie dualiste en mettant l'accent sur la distinction entre les sources du droit international et celles du droit interne. Alors, pour Strupp, le droit international est principalement constitué par les accords entre États et les coutumes internationales, tandis que le droit interne est créé par les autorités nationales compétentes. Cette distinction est fondamentale pour comprendre comment les États naviguent entre leurs obligations internationales et leurs lois nationales. Une autre distinction importante à faire est celle entre le droit interétatique et le droit intra-étatique. Le droit interétatique ou droit international public régit les relations entre les États et les autres acteurs internationaux tels que les organisations internationales. Il englobe les traités, les conventions, les accords internationaux et les droits coutumiers internationaux. En revanche, le droit intra-étatique concerne les relations au sein d'un État entre ses citoyens, ses institutions et ses entités juridiques. Il comprend le droit constitutionnel, administratif, pénal, civil et d'autres branches du droit interne. La distinction entre ces deux sphères est important pour comprendre comment les normes internationales peuvent influencer ou être intégrées dans nos droits internes. Il est important de souligner que l'importance de la pratique des États a été traitée dans la formulation du droit international. La pratique des États, c'est-à-dire les comportements constants et uniformes des États dans leurs relations internationales, joue un rôle central dans la formation des règles coutumières du droit international. Les traités internationaux, en revanche, sont des accords formels entre États qui définissent un petit peu les obligations, l'ensemble des obligations spécifiques et couvrir une vaste gamme de sujets. Alors, la combinaison de la pratique des États et des traités contribue à la création d'un cadre juridique international cohérent et dynamique. Et les États doivent constamment équilibrer leurs obligations internationales avec leurs politiques nationales. Et cette interaction complexe est au cœur de l'étude du droit international et du droit interne. Alors, on revient maintenant à notre théorie moniste. La théorie moniste, rappelons-le, en contraste avec le dualisme que nous avons exploré précédemment, elle propose que le droit international et le droit interne ne sont pas deux systèmes juridiques distincts, mais plutôt des parties d'un seul et même ordre juridique. Selon cette approche, les normes internationales peuvent être directement appliquées au sein des systèmes juridiques nationaux sans nécessiter de procédure de transformation ou d'incorporation. En d'autres termes, les traités internationaux et les règles du droit coutumier international ont un effet immédiat et automatique dans le droit interne des États. La théorie moniste repose sur l'idée que le droit est une expression de la volonté collective de la communauté internationale et que les États, en tant que membres de cette communauté, sont automatiquement liés par les normes internationales. Et cette perspective met l'accent sur l'unité et la cohérence du droit, affirmant que les normes internationales et internes doivent être interprétées, appliquées de manière cohérente pour éviter les conflits et les contradictions. Alors, pour comprendre pleinement la théorie moniste, il est important d'examiner un petit peu les contributions des deux éminents juristes, à
savoir Hersch Lauterpacht et Hans Kelsen. Alors, Lauterpacht, un des plus fervents défenseurs de la théorie moniste, a soutenu que le droit international et le droit interne forment un tout indivisible. Alors, selon lui, les normes internationales doivent prévaloir sur les lois nationales en cas de conflit, car le droit international reflète les principes universels de justice et de moralité auxquels tous les États doivent adhérer. Lauterpacht a également mis en avant l'importance des droits de l'homme comme un élément central du droit international, soulignant que la protection des droits fondamentaux ne doit pas être entravée par les frontières nationales. Alors Kelsen, un autre grand théoricien moniste, a développé une approche systématique et hiérarchisée du droit. Selon Kelsen, le droit international constitue la grande norme, la norme fondamentale, la grande norme de tout ordre juridique. Cette norme fondamentale est à la base de la validité de toutes les autres normes juridiques, qu'elles soient internationales ou nationales. Kelsen, il a proposé une théorie de la pureté du droit, où chaque norme trouve sa légitimité dans une norme supérieure, culminant dans la norme fondamentale du droit international. Et cette hiérarchie garantit l'unité et la cohérence du droit, affirmant ainsi la primauté du droit international sur les lois nationales. Donc, l'un des aspects les plus importants de la théorie moniste, c'est sa vision de l'unité de droit. Et selon cette perspective, il n'existe pas de distinction fondamentale entre le droit international et le droit national. L'unité de droit est particulièrement importante dans un monde globalisé, où les problèmes transcendent souvent les frontières nationales. Question de droits de l'homme, le commerce international, l'environnement, les questions de l'environnement, la sécurité globale, tout ça, il nécessite un petit peu une approche juridique unifiée. Et donc, la théorie moniste facilite cette intégration en affirmant bien sûr que les normes internationales doivent être directement appliquées au niveau national, assurant ainsi une réponse juridique cohérente et efficace aux défis mondiaux. On va essayer d'explorer la théorie dualiste en profondeur. On va examiner les contributions de juristes influents comme Fitzmaurice et Rousseau, et en comparant un petit peu les systèmes juridiques nationaux et internationaux. Alors, la théorie dualiste, comme on le sait, propose que le droit international et le droit interne sont des systèmes juridiques séparés et indépendants. Et selon cette approche, les normes internationales n'ont pas d'effet direct dans les systèmes juridiques nationaux et doivent être transformées ou incorporées par des actes législatifs nationaux avant de pouvoir être appliquées domestiquement. Alors, pour comprendre pleinement la théorie dualiste, il est très important de considérer un petit peu les contributions des deux juristes, Sir Gerald Fitzmaurice et Charles Rousseau. Alors, Fitzmaurice, c'est un célèbre juriste britannique, a été un grand défenseur du dualisme. Selon lui, le droit international et le droit interne fonctionnent sur des bases juridiques différentes et ont des rôles distincts à jouer. Il a soutenu que les normes internationales doivent être volontairement adoptées par les États à travers des mécanismes législatifs pour devenir contraignantes au niveau national. Il a également mis en avant l'importance de la souveraineté nationale et la nécessité pour chaque État de maintenir le contrôle sur son propre système juridique. Alors, Rousseau, c'est un juriste français influent. Il a également contribué de manière significative à la théorie dualiste et a insisté sur la distinction fondamentale entre les systèmes juridiques internationaux et internes, affirmant que le droit international ne peut être directement appliqué dans les systèmes juridiques nationaux sans une intervention législative. Il a souligné que cette approche protège la souveraineté nationale et permet aux États de choisir comment et quand les normes internationales doivent être intégrées dans leur droit interne. Donc, la théorie dualiste, dans un système dualiste, l'intégration des normes internationales dans le droit interne nécessite une action législative spécifique. Par exemple, un traité international doit être ratifié par le Parlement
ou un organe législatif équivalent pour devenir une loi nationale contraignante. Et donc, cette approche permet aux États de contrôler l'incorporation des normes internationales et d'assurer qu'elles sont compatibles avec leur propre cadre juridique et leur politique nationale. Les théoriciens dualistes tels que Fitzmaurice et Rousseau, ils ont proposé plusieurs solutions pour gérer les conflits potentiels entre les obligations nationales et internationales. Alors, premièrement, ils ont suggéré que les États doivent adopter des lois internes spécifiques pour intégrer les normes internationales, ce qui permet de garantir que ces normes sont conformes aux principes juridiques nationaux. Deuxièmement, ils ont recommandé que les systèmes juridiques nationaux développent des mécanismes de résolution des conflits tels que les tribunaux spécialisés ou des procédures d'arbitrage pour traiter toute divergence entre les obligations nationales et internationales. De plus, certains dualistes ont proposé l'adoption de clauses de sauvegarde dans les traités internationaux permettant aux États de maintenir certaines normes nationales en cas de conflit avec des obligations internationales. Ces clauses de sauvegarde offrent une certaine flexibilité et permettent aux États de protéger leurs intérêts nationaux tout en respectant leurs engagements internationaux. Par ailleurs, donc, l'application des droits internationaux par les tribunaux nationaux varie considérablement d'un pays à un autre en fonction de l'approche juridique spécifique vis-à-vis du droit international. Donc, certains pays adoptent une approche moniste où le droit international est automatiquement intégré dans le droit interne sans nécessiter de législation supplémentaire. D'autres pays suivent une approche dualiste, nécessitant une incorporation formelle des traités et des normes internationales dans leur législation nationale. Mais en règle générale, les tribunaux nationaux peuvent appliquer le droit international dans plusieurs contextes. Litiges impliquant des traités internationaux. Donc, les tribunaux, par exemple, peuvent être appelés à interpréter et appliquer des traités internationaux auxquels l'État fait partie. Et cela inclut les conventions, par exemple, des droits de l'homme, les traités commerciaux, les accords d'environnement, etc. Les tribunaux peuvent également appliquer les règles du droit coutumier international, qui sont des pratiques et des normes acceptées par la communauté internationale comme étant obligatoires. Aussi, les tribunaux nationaux peuvent prendre en compte les résolutions et décisions d'organisations internationales comme les Nations Unies ou la Cour internationale de justice. Pour illustrer ceci, quelques exemples pertinents peuvent apporter un petit peu, peuvent apporter plus de précision pour cette question. Alors, l'affaire Jones, 2006, c'est un cas britannique qui a porté sur la question de savoir si les manifestants anti-guerre pouvaient invoquer le droit international pour justifier leurs actions contre les installations militaires. Les manifestants ont affirmé que l'invasion de l'Irak en 2003 était illégale en vertu du droit international et que leurs actions étaient donc légitimes. La Chambre des Lords a rejeté cet argument, affirmant que même si la guerre en Irak pouvait être considérée comme illégale, cela ne justifiait pas des actions illégales des manifestants au regard du droit interne britannique. Cette décision met en évidence les limites de l'application directe du droit international pour justifier des actes illégaux au niveau national. Vous avez aussi la Convention de Vienne sur la relation consulaire. Alors, la Convention de Vienne est un traité international important qui régit les relations consulaires entre les États. Un cas notable est celui de Medlen, Texas, aux États-Unis. Medlen, un ressortissant mexicain condamné à mort au Texas, a fait valoir que ses droits en vertu de la Convention de Vienne avaient été violés parce qu'il n'avait pas été informé de son droit de contacter le consulat mexicain après son arrestation. La Cour suprême des États-Unis a statué que, bien que les États-Unis soient parties à la Convention, celle-ci n'était pas automatiquement exécutoire en droit interne sans une législation supplémentaire du Congrès. Cette décision illustre la complexité de l'application des traités internationaux dans les systèmes juridiques dualistes. Et donc, ces interactions entre les décisions nationales et internationales sont souvent complexes et peuvent entraîner un certain nombre de conflits juridiques,
l'adoption, ces interactions peuvent être classées en 3 catégories. La première catégorie, c'est l'adoption et l'incorporation des normes internationales. Deuxième catégorie, les conflits entre les décisions nationales et internationales. Et la troisième, c'est l'influence réciproque. Alors, la première, l'adoption et l'incorporation. Dans certains cas, les tribunaux nationaux adoptent et incorporent directement les normes internationales dans leur jurisprudence. Vous avez beaucoup d'exemples, notamment l'Inde, la Cour suprême de l'Inde a souvent utilisé les traités internationaux de droit de l'homme pour interpréter les droits fondamentaux garantis par la Constitution indienne. Vous avez les conflits entre les décisions nationales et internationales qui peuvent survenir lorsque les décisions nationales sont en désaccord avec les obligations internationales de l'État. Vous avez l'affaire Ascani contre la Grande-Bretagne, où la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le Royaume-Uni avait violé les droits de l'homme en Irak, une décision en conflit avec les conclusions des tribunaux britanniques. Alors, par rapport à la troisième catégorie qui est l'influence réciproque, les décisions des tribunaux internationaux peuvent influencer les tribunaux nationaux et vice-versa. Les juges nationaux peuvent s'appuyer sur des décisions des cours internationales pour guider leur interprétation du droit international. Inversement, les tribunaux internationaux peuvent citer des décisions nationales comme exemple de bonnes pratiques ou de jurisprudence. Alors maintenant, nous allons examiner un petit peu le rôle des règles nationales dans le cadre du droit international. Donc, l'article 3 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des États stipule que la caractérisation d'un acte d'un État comme étant internationalement illicite est régie par le droit international. Donc, cette caractérisation ne relève pas du droit interne de cet État. Cette disposition affirme la primauté du droit international sur le droit interne en matière de responsabilité des États. Cela signifie que même si un acte est conforme au droit interne, il peut être considéré comme illicite au regard du droit international si celui-ci le qualifie comme tel. L'article 3 il est fondamental car il clarifie que les États ne peuvent pas invoquer leur droit interne pour justifier une violation de leurs obligations internationales. Pour illustrer l'application de l'article 3, nous avons plusieurs cas pratiques, jurisprudence qui mettent en lumière l'interaction entre le droit national et les obligations internationales. Alors, vous avez par exemple l'affaire des concessions Mavromatis en Palestine, 1924. La Cour permanente de justice internationale avait statué que la violation d'un traité international par le Royaume-Uni, bien que justifiée par son droit interne, constitue une infraction au droit international et a affirmé la primauté du droit international sur les justifications internes. Il y a aussi l'affaire Barcelona Traction, Light and Power Company. Dans cette affaire, la Cour internationale de justice, en 1970, a souligné que les États doivent respecter leurs obligations internationales, même si cela entre en conflit avec leur droit interne. Et elle a statué que l'Espagne ne pouvait pas utiliser son droit interne pour justifier des actions contraires au droit international. Alors aussi, vous avez l'exemple de l'affaire du plateau continental de la mer du Nord, la République fédérale de l'Allemagne, avec les Pays-Bas, en 1969, où la CIG a jugé que les États ne pouvaient pas se soustraire à leurs obligations internationales en invoquant des lois nationales. Cette affaire a renforcé le principe selon lequel le droit international prévaut sur le droit interne en matière de délimitation maritime, par exemple. Et donc, cet article 3, il demeure d'une grande importance et l'article 3 sur la responsabilité des États, bien entendu, démontre clairement que le droit international, il prime sur le droit national lorsqu'il s'agit de déterminer la nécessité des actes d'un État. Et cette primauté garantit que les États respectent leurs obligations internationales et ne peuvent se soustraire à leurs responsabilités en invoquant des lois nationales. Alors, étudions maintenant comment
on va incorporer le droit international dans le droit interne. Et nous avons la doctrine, ce qu'on appelle la doctrine de la transformation et de l'incorporation. Les doctrines de la transformation et de l'incorporation sont deux approches principales utilisées par les États pour intégrer le droit international dans leur ordre juridique interne. Alors, la doctrine de la transformation. Selon cette doctrine, le droit international n'a pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne, à moins qu'il ne soit transformé en droit interne par une législation spécifique. Cela signifie que les traités internationaux peuvent, pour être appliqués au niveau national, doivent être adoptés sous la forme de loi nationale. Cette approche est typique des systèmes juridiques dualistes où il existe une distinction claire entre le droit international et le droit interne. Le Royaume-Uni est un exemple classique de cette approche. Par exemple, pour qu'un traité devienne applicable au droit britannique, il doit être incorporé par une loi du Parlement. Alors, par ailleurs, la doctrine de l'incorporation, et selon cette doctrine, le droit international fait automatiquement partie de l'ordre juridique interne dès sa ratification ou son adoption par l'État. Il n'est pas nécessaire de le transformer en droit interne par une législation spécifique. Cette approche est courante dans les systèmes juridiques monistes où le droit international et le droit interne sont considérés comme une seule et même entité. Bien entendu, la France est un exemple de cette approche où les traités internationaux ratifiés et publiés ont une autorité supérieure à celle des lois nationales. Et donc ici, vous avez des exemples, par exemple les conventions de Genève qui établissent les normes de droit international humanitaire ont été adoptées par de nombreux États incorporés dans leur droit interne, notamment par exemple le Royaume-Uni qui a adopté la Convention de Genève de 1949 dans la Geneva Conventions Act de 1957. Vous avez des exemples contemporains, par exemple sur le droit de l'homme, intégrés dans les juridictions internes des États membres européens. Human Rights Act de 1998. Vous avez aussi un certain nombre de jurisprudences qui sont très importantes pour ce sujet. Vous avez la jurisprudence, par exemple, si on prend l'exemple de jurisprudence britannique, l'affaire Factor Tam, 1990, cette affaire est la marque un tournant dans l'application du droit européen au Royaume-Uni. Alors, la House of Lords a reconnu la primauté du droit communautaire européen sur le droit national, permettant la suspension de la législation britannique incompatible avec les obligations européennes. Et on a cité tout à l'heure l'affaire Skinny et autres, bien sûr, qui a jugé que les actions s'appliquant aux actions de force britanniques en Irak, démontrant que l'incorporation, l'application extraterritoriale du droit international des droits de l'homme dans le droit interne britannique. Alors, vous avez aussi de la jurisprudence internationale, vous avez l'affaire Medellin, on l'a cité tout à l'heure, l'affaire Nicaragua aussi, etc. Et donc, tout ça montre un petit peu comment le plus important, ce sujet très important relatif à l'incorporation du droit international, que ce soit par une doctrine de transformation ou par la doctrine de l'incorporation. Maintenant, nous allons nous pencher sur le processus de ratification et d'incorporation des traités dans les systèmes juridiques internes. La ratification et l'incorporation des traités internationaux varient considérablement d'un pays à l'autre, influencés par des traditions juridiques distinctes et des structures constitutionnelles spécifiques. La ratification, c'est un acte par lequel un État indique son consentement à être lié par un traité. Donc, après la signature d'un traité, la ratification implique souvent l'approbation parlementaire ou législative avant que le traité ne devienne officiellement contraignant pour un État. Par exemple, de nombreux systèmes, y compris celui des États-Unis, un traité signé par le chef d'État doit être ratifié par le législatif national pour entrer en vigueur. Aux États-Unis, cela nécessite l'approbation des 2/3 du Sénat. Alors, le processus d'incorporation, l'incorporation, c'est un processus par lequel les dispositions d'un traité deviennent partie intégrante du droit interne. Cela peut se faire par
par transformation, où les dispositions du traité seront retranscrites en loi nationale, soit par incorporation directe, où les dispositions du traité sont directement applicables sans nécessité de législation supplémentaire. Alors, les systèmes juridiques monistes, par exemple celui de la France, permettent une incorporation directe où les traités ratifiés et publiés ont une autorité supérieure à celle des lois nationales. Donc, les systèmes dualistes, comme celui du Royaume-Uni, exigent généralement une transformation législative. Vous avez un certain nombre d'exemples. Le Royaume-Uni qui suit une approche dualiste. Une fois le traité est signé, il doit être incorporé dans la loi nationale par une loi de Parlement. Un exemple du Human Rights Act de 1998 au Royaume-Uni. La France, c'est toujours une approche moniste où les traités ratifiés sont automatiquement intégrés dans le droit interne et ont une autorité supérieure. Vous avez la Convention, par exemple, la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ratifiée et publiée, donc il est directement applicable au droit français. D'autres exemples de traités incorporés dans la législation nationale, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'accord de Paris sur le climat, les conventions, par exemple la convention contre la torture, etc. Donc assez d'exemples pour montrer un petit peu comment ces traités internationaux vont rentrer dans la législation interne. Faisons maintenant un petit focus sur le système juridique des États-Unis pour examiner comment il interagit avec le droit international. Le système juridique américain est un exemple typique de dualisme, où le droit international et le droit interne coexistent, mais nécessitent des procédures spécifiques pour s'intégrer. Donc, la Constitution des États-Unis joue un rôle central dans cette interaction et en définissant comment et quand les normes internationales peuvent devenir une partie intégrante du droit interne. L'article 6, section 2 de la Constitution des États-Unis, souvent appelée la clause de suprématie, elle stipule que les traités conclus sous l'autorité des États-Unis deviennent la loi suprême du pays. Cela signifie que les traités internationaux, une fois ratifiés, ont une autorité supérieure aux lois des États fédérés et peuvent prévaloir en cas de conflit. Cette disposition reflète l'importance accordée aux engagements internationaux et garantir que les États-Unis respectent leurs obligations internationales au niveau national. Dans le système américain, une distinction très importante existe entre les traités auto-exécutoires et les traités non auto-exécutoires. Les traités auto-exécutoires sont ceux dont les dispositions peuvent être appliquées directement par les tribunaux sans qu'une législation supplémentaire soit nécessaire. En revanche, les traités non auto-exécutoires nécessitent une loi d'exécution pour que leurs dispositions soient effectives au niveau national. Par exemple, un traité commercial pourrait être auto-exécutoire, permettant aux tribunaux d'appliquer directement ces termes. En revanche, un traité sur le droit de l'homme pourrait nécessiter une législation spécifique pour détailler les obligations et les procédures d'application. Et dans ce sens, et selon l'article 2 de la Constitution des États-Unis, le président a le pouvoir de négocier et de signer des traités, mais ces traités ne peuvent devenir juridiquement contraignants qu'après avoir reçu l'approbation des 2/3 du Sénat. Cette exigence reflète un équilibre des pouvoirs, garantissant que les engagements internationaux des États-Unis soient soutenus par une majorité significative de représentants élus. Les accords exécutifs sont des par exemple, l'exemple des accords exécutifs qui sont des arrangements internationaux, comme par exemple des arrangements internationaux conclus par le président sans nécessiter l'approbation du Sénat. Par exemple, l'accord de Paris sur le climat, il a été adopté par le biais d'un accord exécutif sous l'administration Obama, contournant ainsi le processus de ratification du Sénat. Le droit international coutumier, formé par des pratiques étatiques constantes, punio juris, la conviction que ces pratiques sont juridiquement obligatoires, est également intégré dans le système juridique américain. La Cour suprême des États-Unis a affirmé que le droit international coutumier fait partie du droit fédéral, comme l'illustre l'affaire des Packet Havana,
1900, où la Cour a statué que le droit coutumier international doit être respecté en l'absence des lois contraires. C'est très important. Et donc, par exemple, comme vous avez aussi des jurisprudences clés, comme Filartiga contre Pena Irala, 1980, c'est une affaire historique qui a permis aux ressortissants étrangers de poursuivre en justice d'autres étrangers pour des violations des droits de l'homme commises à l'étranger en vertu de l'Alien Tort Statute de 1789. La Cour d'appel des États-Unis, pour le deuxième circuit, a jugé que la torture constitue une violation du droit international coutumier et est donc justiciable aux États-Unis. Vous avez aussi l'affaire Kadish contre Kadish, 1995. Cette affaire élargit l'application de l'Alien Tort Statute pour inclure des violations graves des droits de l'homme commises par des acteurs non étatiques tels que la torture, le génocide et les crimes contre l'humanité. La décision a renforcé la reconnaissance et l'application du droit international coutumier dans le système juridique américain. L'incorporation du droit international coutumier continue de susciter un certain nombre de débats aux États-Unis, certes. Des controverses portent sur la mesure dans laquelle les normes internationales peuvent influencer ou contraindre la législation nationale et les décisions judiciaires. Donc, les critiques soutiennent que l'incorporation du droit coutumier international pourrait empiéter sur la souveraineté nationale et la primauté des institutions démocratiques américaines. D'autres arguments concernant la clarté, la précision des normes de droit coutumier ainsi que leur interprétation par les tribunaux nationaux sont avancés. Et donc, la tension entre le respect des obligations internationales et la préservation de l'autonomie juridique nationale est un thème récurrent central dans ce débat. Alors, maintenant, on va explorer un petit peu les conflits. Le conflit entre le droit international et le droit interne. On va se concentrer sur des exemples concrets de conflits. Le principe de présomption de conformité avec le droit international et l'impact des décisions de la Cour internationale de justice sur les tribunaux américains. Alors, les conflits entre le droit international et la loi fédérale américaine sont des exemples frappants de la complexité des interactions entre les systèmes juridiques. Un cas emblématique est celui d'Hicks et Schultz. Dans cette affaire, le Congrès américain avait adopté le Byrd Amendment, qui autorisait l'importation de matériaux stratégiques comme le chrome en provenance de la Rhodésie, en dépit d'une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations Unies interdisant de telles importations. La Cour a conclu, malgré la violation flagrante des obligations internationales des États-Unis, le Byrd Amendment était incontestable sur le plan interne en vertu de la Constitution américaine, démontrant ainsi la primauté des lois fédérales sur les engagements internationaux en cas de conflit. Vous avez aussi le principe de présomption de conformité avec le droit international qui stipule que, sauf indication contraire claire, la législation nationale doit être interprétée de manière à être compatible avec les obligations internationales du pays. Un cas pertinent est celui de Schroeder et Bissell. La Cour y a affirmé que, à moins qu'un acte du Congrès ne démontre explicitement une intention de s'écarter des principes du droit international, il doit être présumé que cet acte est conforme au droit international. Cette présomption joue un rôle très important dans la réduction des conflits entre les lois nationales et les obligations internationales, en guidant les juges dans leur interprétation des lois nationales. Aussi, les décisions de la Cour internationale de justice peuvent influencer les tribunaux américains, mais elles ne sont pas automatiquement contraignantes au sein du système juridique des États-Unis. Alors, vous avez des affaires concernant la violation de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. La CIG a rendu des décisions contre les États-Unis pour ne pas avoir informé les étrangers arrêtés de leur droit à un soutien consulaire. Cependant, l'application de ces décisions dépend de la reconnaissance par les tribunaux américains. On a vu le cas de Midland contre Texas concernant ce sujet. Arrivé à ce stade, on va essayer de comparer l'approche des États-Unis en matière de droit international avec celle d'autres systèmes juridiques.
les similitudes, par exemple, avec les systèmes britanniques ainsi que les pratiques des systèmes de droit commun, notamment ceux du Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Israël, etc. Et donc ici, on va essayer donc de voir un petit peu l'ensemble des similitudes avec le système américain. Le Royaume-Uni et les États-Unis partagent une histoire juridique commune qui influence encore aujourd'hui leur approche du droit international. Au Royaume-Uni, le système juridique est également basé sur la common law et le traitement des traités et du droit coutumier international présente des similitudes notables avec celui des États-Unis. Donc, au Royaume-Uni, les traités internationaux ne deviennent pas automatiquement partie du droit interne. Ils doivent être incorporés par une législation spécifique avant de produire des effets juridiques. Cette pratique reflète le dualisme juridique similaire à celui observé aux États-Unis. Alors, vous avez le cas de Earl contre le Secretary of State for the Home Department, Expert Brint, 1991. Il a été confirmé que le traité non incorporé ne pouvait pas être invoqué devant les tribunaux britanniques. Cependant, comme aux États-Unis, les règles coutumières du droit international sont considérées comme faisant partie du droit interne britannique, sauf si elles sont en conflit avec une loi existante. Donc, cette pratique a été confirmée dans des cas tels que le Trentex Trading Corporation contre Central Bank of Nigeria, où il a été jugé que les principes du droit interne, que les principes du droit international coutumier pouvaient être appliqués par les tribunaux britanniques. Alors, les systèmes de droit commun du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande partagent de nombreuses caractéristiques avec les pratiques britanniques et américaines, bien qu'ils aient leurs particularités. Alors, le Canada, par exemple, la Cour suprême, elle a affirmé dans le cas de Aaron Rapp que le droit international coutumier fait partie du droit canadien, à moins qu'il ne soit en conflit avec une législation nationale. En ce qui concerne les traités, il ne devient pas automatiquement partie du droit interne et nécessite une législation d'incorporation. En Australie, vous avez la Haute Cour a adopté une position similaire dans le cas de ministère, dans le Ministère for Immigration and Ethnic Affairs contre Théo. Il a été jugé que bien que les traités internationaux ratifiés par l'Australie ne soient pas automatiquement incorporés dans le droit interne, ils peuvent créer une expectative légitime que le gouvernement agira conformément à ses obligations internationales. La Nouvelle-Zélande suit également une approche dualiste. New Zealand Maori Council contre Attorney General, la Cour a confirmé que les traités internationaux nécessitent une législation pour être appliqués en droit interne, mais que le droit coutumier international fait partie du droit néo-zélandais. Alors, le système aussi, système de droit civil, en revanche, en Allemagne, Pays-Bas, Italie, Portugal, Pologne, il adopte généralement une approche moniste, où le droit international est intégré plus directement dans le droit interne. En Allemagne, vous avez l'article 25 de la loi fondamentale, qui stipule que les règles générales du droit international font partie intégrante du droit fédéral et prennent le pas sur les lois nationales. La même chose aux Pays-Bas, l'article 93 de la Constitution dispose que les dispositions des traités et des décisions des organisations internationales qui peuvent être contraignantes de par leur contenu deviennent contraignantes après publication. Et l'article 94 précise que les dispositions des traités priment sur les lois nationales en cas de conflit. Même chose pour l'Italie, l'article 10 de la Constitution stipule que l'ordre juridique italien se conforme aux normes généralement reconnues du droit international et que les traités internationaux, une fois ratifiés, sont automatiquement applicables au droit interne sur dispositions contraires explicites. La même chose, on le voit en Portugal, l'article 8 de la Constitution qui prévoit que les règles et principes de droit international général et coutumier font partie intégrante du droit portugais et la même chose en Pologne et en France. Alors, pour conclure, donc, tout au long de cette vidéo, nous avons exploré plusieurs aspects très importants de la relation entre le droit international et le droit national. Nous avons commencé par définir ces deux systèmes juridiques, soulignant leur importance respective, et par la suite aborder un certain nombre de théories principales qui encadrent cette relation, y compris le positivisme, le dualisme et le monisme, avec des contributions notables de théoriciens tels que Trippel,
Stolp, Lauterpacht et Kelsen. Nous avons examiné comment ces théories se traduisent en pratique. Nous avons exploré l'incorporation du droit international dans nos droits internes, notamment à travers un certain nombre d'exemples de certains pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc. Et démontrer un petit peu l'importance de la relation entre le droit international et le droit interne. Alors, l'intégration du droit international dans les systèmes nationaux présente un petit peu un certain nombre de défis. L'un des principaux défis est la tension entre la souveraineté nationale et les obligations internationales. Les États peuvent être réticents à adopter des normes internationales qui pourraient limiter le pouvoir législatif ou exiger des changements significatifs dans leur législation interne. Un deuxième défi, c'est la diversité des systèmes juridiques et des traditions juridiques à travers le monde. Les approches monistes et dualistes, par exemple, ils diffèrent considérablement dans la manière dont elles intègrent le droit international, ce qui peut créer des incohérences et des conflits juridiques. Mais malgré ces défis, les perspectives pour l'intégration du droit international dans les systèmes juridiques nationaux sont prometteuses et l'augmentation de la coopération internationale, la reconnaissance croissante de l'importance des normes internationales et l'engagement des États à respecter leurs obligations internationales sont autant de facteurs qui favorisent un petit peu cette intégration. Je vous remercie pour votre attention, votre engagement tout au long de cette vidéo sur le droit international et le droit interne. Si vous avez trouvé cette vidéo informative et utile, je vous encourage à vous abonner et à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures vidéos sur des sujets similaires. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions ci-dessous. Merci.